LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. « 80% des plus de 85 ans sont autonomes. Que faire des 20% restants? La plupart vont en EHPAD. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mais ce n'est pas une décision facile. Pour les familles, c'est une grosse dépense et pourtant, les établissements manquent de moyens. Tout cet arsenal qui nous permettrait de mieux travailler, nous ne l'avons pas. Mais ce qu'il faudrait avant tout, c'est davantage de personnel. Pas facile de recruter dans un secteur où les salaires sont peu élevés et les conditions de travail difficiles. On a l'impression d'être tout le temps sous pression avec le manque d'effectifs. Pourtant, le temps presse. Aujourd'hui, 1,2 million de personnes ne sont pas autonomes. Mais en 2060, il y en aura 2 fois plus. On va descendre manger, monsieur. EHPAD, ce qui se cache derrière la crise, c'est le thème de ce numéro d'État de santé. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des EHPAD. On les appelait avant les maisons de retraite, maintenant c'est un acronyme qui n'est pas très joli, qui est un peu ingrat, d'autant plus qu'on associe souvent ce mot EHPAD à des cas de maltraitance, ça arrive trop souvent. Et à ce titre, le défi est immense. Bonjour Madame la Ministre de la Santé. Bonjour Madame Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je pense que quand on devient ministre de la Santé, de toute façon, c'est un chantier tout de suite qui vous assaille. Une question personnelle. Quand vous vous projetez, Agnès Buzyn, vous, dans le processus de vieillissement, est-ce que vous vous imaginez dans un EHPAD? Est-ce que c'est une image que vous avez? Non, et en réalité, très peu de personnes s'imaginent en EHPAD ou souhaitent aller en EHPAD. Ce qui prouve bien que le modèle n'a pas été pensé avec les personnes concernées. Or, aujourd'hui, en démocratie sanitaire, au sens large, on doit repenser nos systèmes pour les adapter au mieux aux besoins et aux demandes des personnes concernées. Or, les personnes âgées aujourd'hui ont envie de rester à domicile. C'est la très grande leçon de la grande concertation citoyenne que nous venons de lancer. Oui, les Français ne se projettent pas plus que vous. Oui. D'autant que les EHPAD, je disais tout à l'heure en introduction, ils sont associés quand même souvent à des cas de maltraitance. Vous admettez qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il peut y avoir des cas de maltraitance? Absolument. Et donc nous avons aujourd'hui une feuille de route qui va nous être présentée par un groupe de travail qui travaille sur la bientraitance en EHPAD pour les personnes âgées. C'est un groupe de travail que j'avais lancé l'année dernière et qui vise à nous donner des pistes pour éviter toutes ces maltraitances. Nous devons à tout prix veiller à une bientraitance institutionnelle qui permette aux personnes et au personnel qui travaillent en EHPAD de bien faire leur métier comme ils le souhaitent en réalité. Et ces pistes, ce sont évidemment l'esprit d'équipe, travailler à la formation, à des carrières moins longues, parce que c'est très pénible. Alors on en parlera. On va en parler du recrutement. Il y a une tradition, elle arrive un peu tard là aujourd'hui, mais pourquoi pas. Il y a une tradition dans cette émission, c'est que on propose le portrait de l'invité. On regarde ça tout de suite. Agnès Buzyn est ministre des Solidarités et de la Santé. Cette clinicienne hématologue a réalisé l'essentiel de sa carrière à l'université Paris 5 Hôpital Necker, où elle a été responsable d'une unité de soins intensifs. Également professeure en hématologie et immunologie des tumeurs et de la transplantation, elle préside l'Institut national du cancer en 2011, puis en 2016, le Collège de la Haute Autorité de Santé. En 2017, elle entre au gouvernement. Voilà donc Agnès Buzyn, encore merci d'être avec nous pour parler des EHPAD, un chantier fondamental majeur pour l'année 2019. Quand on parle des EHPAD, on pense tout de suite à la question, effectivement, on l'a déjà un peu abordé,
du personnel, notamment parce qu'il y a un an, il y a eu une grosse crise dans les établissements de prise en charge des personnes âgées. Les personnels n'en pouvaient plus, ils l'ont fait savoir, il y a eu des grèves. Là, il y a un mouvement aussi qui commence à s'amorcer pour la fin du mois de janvier. Il n'y a pas assez de personnel dans les EHPAD. C'est mathématique, c'est incontestable. C'est très variable en réalité d'un EHPAD à l'autre, puisque le secteur est très hétérogène, à la fois en qualité, en nombre de lits, en organisation. Donc il y a clairement un enjeu de repenser le système pour harmoniser un peu la façon de travailler dans les EHPAD. Nous avons à traiter la question des personnels, comment leur donner envie de travailler dans ces établissements, parce qu'aujourd'hui cette crise de recrutement elle est aussi liée aux conditions de travail. Et puis, il y a la question des aidants familiaux, qui sont entre 8 et 10 millions aujourd'hui de personnes qui aident un proche malade ou une personne âgée, et qui sont mises à contribution énormément dans notre société et qu'il va falloir reconnaître. On fait un focus sur le recrutement, si vous voulez bien. Marianne Cazot a fait un reportage dans lequel c'est très clair, les directeurs d'établissement manquent de personnel pour tous les postes à pourvoir. Regardez. Pour Françoise, directrice d'une maison de retraite, tous les matins se ressemblent. Installation dans son bureau et difficulté pour remplir ce planning. Alors en aide-soignante... Les cases en rouge indiquent les absences du personnel. Tous les jours, elle doit donc trouver des remplaçants. Et dans son secteur, eh bien, les candidats sont peu nombreux. Alors, ce qui est surprenant, c'est que peu après l'entretien, ils ont appelé pour avoir une réponse. Et depuis, voilà. On a donc, sur le poste de Virginie, là, c'est bon. Hein, on a alors un CDD jusqu'à la fin de l'année. Hein, puisque c'était bloqué comme ça, puisqu'elle, de toute façon, elle est diplômée, mais elle ne veut que du CDD. Elle veut pas de CDI. Une exigence bizarrement très répandue. Dans ce secteur, ce sont les candidats qui dictent leurs conditions, car en France, près d'un EHPAD sur 2 a du mal à recruter. J'ai une collègue qui actuellement me dit j'ai 5 postes vacants, je n'arrive pas à recruter, puisque en général, on communique entre directeurs d'établissement. Et vraiment le problème est important, donc on sent une désaffection vers ces métiers d'aide à la personne. Enfin, je pense que aussi l'image de la vieillesse n'a pas toujours été valorisée, même à un poste de directeur. Quand on explique qu'on travaille dans le secteur personnes âgées, on nous dit oh là là, ça doit être terrible, et on a tendance à presque nous plaindre. Une mauvaise image qui s'explique par les contraintes du métier. Exemple avec Sandrine, aide-soignante depuis 15 ans. Son travail consiste à s'occuper de près de 80 résidents. Aide à la toilette, déplacement dans les couloirs, accompagnement lors des repas, soutien physique, en plus du suivi médical. Maman, je vous tiens. Résultat pour elle, des journées trop remplies. On a l'impression d'être tout le temps sous pression, avec le manque d'effectifs. Et vous, ça vous frustre Oui, ça nous frustre parce que c'est tout le temps vite, on stresse les résidents. Je pense que ce serait agréable de pouvoir avoir plus de temps pour échanger, pouvoir faire aussi des activités avec les résidents, pas les voir qu'ils ne nous voient pas que dans le soin, parce que nous ne sommes pas que ça, et eux ne sont pas que des objets auxquels on ferait des soins. Pousser aussi sur les jambes, un petit peu pour aider la machine. Très bien. De plus, à la fatigue quotidienne s'ajoute un ensemble de tâches plutôt pénibles. Sandrine s'est déjà blessée au dos en aidant un résident à se lever. Une menace d'autant plus forte que les tâches sont répétitives. Exemple, pousser les fauteuils avant les repas. En plus, on les prend souvent par 2 pour gagner du temps. Donc on fait un train, donc il y a le bras qui tire, un autre qui pousse. Des conditions qui rebutent les candidats potentiels, obligeant Sandrine à en faire toujours plus. Tenir l'ascenseur pendant que je prends monsieur. On va descendre manger, monsieur. Aujourd'hui, elle reçoit cependant l'aide exceptionnelle d'un stagiaire pour la soulager. Jérémy fait partie des rares jeunes à s'engager dans cette voie. Pour les recruter et les motiver, Sandrine propose d'augmenter les salaires.
Gagner 2000 €, effectivement, ça peut faire un peu plus rêver que 1500, un week-end sur 2, travailler et 5 semaines dans l'année de vacances. Mais améliorer les conditions de travail n'est pas toujours forcément possible. Alors, les professionnels misent plutôt sur la formation. Même si les élèves candidats sont de moins en moins nombreux, 40% de baisse en 2 ans. Essayez avec les questions qui sont là. Je pense que Noémie, vous êtes bien en vous posant sa question. Cette formatrice ne se décourage pas. Elle cherche à améliorer l'image du secteur. L'aide-soignante est perçue comme celle qui fait ce que... Alors si c'est vraiment une représentation, celle qui fait ce que l'infirmière n'a pas envie de faire. Alors que l'aide-soignante, c'est quand même elle qui au quotidien est auprès du patient, elle connaît ses besoins, elle connaît ses envies, elle connaît ses désirs. Une proximité qui, pour elle, rend le métier intéressant, même si le message a un peu de mal à passer. Aujourd'hui en France, il y a 60 000 postes d'aides-soignants à pourvoir. Agnès Buzyn, 60 000 postes à pourvoir aujourd'hui. J'allais dire c'est dingue, excusez-moi. C'est 10% à peu près. Mais ça veut dire que sur les 7300, je crois, établissements, tous manquent de personnel. Tous souhaiteraient être plus nombreux et donc nous avons une question d'augmentation du nombre de personnes travaillant auprès des personnes âgées. J'avais présenté une feuille de route l'année dernière pour accélérer le recrutement de personnes, notamment par la création de 20 000 postes supplémentaires financés par l'assurance maladie. Nous avons aussi l'objectif d'avoir dans tous les EHPAD, d'ici 2021, une infirmière de nuit. Et il y aura aussi dans tous les EHPAD de la télémédecine, c'est-à-dire un matériel qui permettra, pour l'infirmière notamment, d'avoir accès à un médecin, soit à l'hôpital, soit un médecin traitant, de demander des conseils, et ça devrait réduire cette part d'anxiété. Ça ne réduit pas, évidemment, tous les problèmes de prise en charge, mais une partie. Pardon, est-ce que là, vous avez l'impression en tant que ministre de la Santé, excusez-moi du terme, mais de faire du bricolage, c'est-à-dire d'arriver à trouver des solutions avec l'argent dont vous disposez, ou est-ce que vous estimez que c'est à la mesure des besoins? Non, si j'estimais que c'était à la mesure, je ne ferais pas cette grande loi pour changer le modèle de prise en charge. Je considère aujourd'hui que j'ai découvert un système en arrivant comme ministre des Solidarités et de la Santé qui était en train d'évoluer avec de nouveaux modes de financement, mais un modèle que je trouve un peu à bout de souffle, qui avait été pensé dans les années 2000 pour des personnes moins âgées, moins malades, moins dépendantes, avec des restes à charge pour les familles qui étaient moins importants. On voit bien aujourd'hui que ça coûte trop cher aux familles, que les prises en charge ne sont pas optimales, que le personnel au sein des EHPAD est malheureux pour beaucoup. On entendait dans le reportage tout à l'heure une aide-soignante dire moi, avec la charge de travail que j'ai, si j'avais 2000 €, je trouverais que ça constituerait à la fois une reconnaissance de mon travail et puis une juste rémunération par rapport à ce que je fournis. Qu'est-ce que vous lui répondez? Aujourd'hui déjà, nous travaillons pour 2019 à essayer de proposer une prime pour les aides-soignantes en EHPAD, parce que le travail est pénible et il faut le reconnaître. On va maintenant se mettre du point de vue de la personne, soit accompagnante, soit la famille qui doit payer pour son parent, soit le parent lui-même qui prépare sa fin de vie. On dit que c'est très cher, et en effet, ça a un coût. C'est un coût pour qui? Quel est le reste à charge pour les patients? Quelle est la part que prennent les collectivités et l'État? Regardez cette infographie. Le prix médian d'une maison de retraite est de 1 900 € par mois. C'est élevé dans un pays où le montant moyen de la retraite est de 1 300 €. Pourtant, ce n'est qu'une petite partie du coût réel d'une place en EHPAD. Celle-ci coûte en fait près de 3 500 €. Les 1 900 € payés par le résident correspondent au coût de l'hébergement, de la restauration et des animations. Les 1 600 € restants sont payés par le département et l'assurance maladie. La prise en charge médicale du résident représente à elle seule 32% du coût global d'une place en EHPAD. Attention, ces chiffres sont des moyennes. Les tarifs des EHPAD varient grandement d'un département à l'autre et d'un établissement à l'autre, selon qu'il soit public ou privé.
Voilà, Agnès Buzyn, on voit bien que le reste à charge, donc en moyenne, c'est 1 900 €. Plus on est aisé, plus on peut s'offrir une maison digne de ce nom. Oui, luxueuse. Donc il y a une forme d'inégalité. Mais là encore, je pense qu'on ne peut pas simplifier à outrance. Je suis allée visiter beaucoup d'EHPAD publics avec des moyens plus faibles et justement des coûts d'hébergement autour de 1 800 €, qui offrent quand même une qualité de vie par un projet d'équipe et qui clairement répondent à ces enjeux d'accompagnement de qualité. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, je crois qu'il est très important que les familles aient accès à l'information sur l'EHPAD dans lequel ils vont mettre voilà, Il faudrait un TripAdvisor des oui, EHPAD. et on est en train de le mettre en œuvre. C'est déjà le cas des hôpitaux. Les hôpitaux sont notés. Ils sont notés par la Haute Autorité de Santé. J'ai voulu que ce système de transparence sur la qualité puisse aussi se décliner dans les maisons de retraite. Dans quel objectif? De stimuler les équipes? Oui, de stimuler les équipes, de faire prendre conscience parfois à certains que leur condition de prise en charge n'est pas bonne, que ça nécessite aussi pour ces équipes à se confronter à d'autres façons de faire. Alors vous l'avez répété plusieurs fois, manifestement ça vous frappe, il y a une grande hétérogénéité dans les établissements. Énorme. Et par ailleurs, tous les malades ne sont pas non plus, vous l'avez évoqué aussi, les mêmes. Il y a des personnes qui vont plutôt bien mais sont accompagnées, et puis il y a des personnes qui sont en perte d'autonomie grave, notamment liées à des maladies neurodégénératives. Est-ce que ces personnes sont prises en charge avec d'autres malades? Dans quels établissements? Comment ça se passe concrètement? Reportage, notamment à Marseille, signé Marianne Cazot. Madame, s'il vous plaît. Madame. Madame, s'il vous plaît, madame. Tout au long de la journée, c'est la même chose. Des appels de résidents souffrant de troubles neurodégénératifs. Ici, ils sont 33 atteints par ces pathologies, soit la moitié des 65 résidents. Des maladies prises en charge par une équipe médicale souvent débordée. On est limité parce qu'il y a les autres résidents aussi, donc voilà, la charge de travail fait que je peux pas non plus rester 1 heure à côté de lui sur ma journée de travail, ça c'est pas possible. À tout à l'heure, monsieur. Dans ce genre d'établissement public, il n'existe pas, faute de moyens, de prise en charge spécialisée, ni de zone sécurisée. Les malades d'Alzheimer vivent donc avec les autres résidents plus autonomes, partageant les mêmes couloirs et les mêmes espaces de vie. Même la directrice en convient, ce n'est pas l'idéal. Il faudrait pouvoir leur proposer des activités adaptées et il faudrait surtout disposer de lieux qui permettent de leur proposer une activité adaptée, un endroit où ils puissent se reposer, un endroit où ils puissent déambuler. Nous disposons de rien du tout, tout cet arsenal qui nous permettrait de mieux travailler, nous ne l'avons pas. Messieurs, dames, bon appétit. Et effectivement, ce petit établissement manque de place. Le réfectoire est la seule pièce commune, le seul endroit qui permette de se retrouver et de développer sa sociabilité. À ce manque de place s'ajoutent des locaux peu adaptés. 5 étages à parcourir en permanence pour des salariés aux emplois du temps tendus. Alors, ce manque de temps ajouté au manque d'espace oblige souvent à s'appuyer sur des traitements chimiques. Madame Jaillard, c'est les médicaments. Sans eux, voici ce qui se passerait d'après cette infirmière. Ça peut donner des gros axes d'agressivité. Ça peut donner aussi un comportement qui est plus du tout adapté, des crises de démence, des choses qu'on ne peut pas tolérer ici avec les autres résidents parce qu'il y a une mise en danger. Eux-mêmes, ils se mettent en danger et les autres résidents seraient mis en danger par ce comportement, en fait. Cependant, des alternatives existent. Ça va, Mme François? Ça va? François a organisé une activité musicale avec les moyens du bord. Une initiative bienvenue, mais forcément limitée, faute de moyens. Quand ces personnes sont inoccupées, ça devient, l'angoisse arrive et là c'est difficile de les contenir. Donc, enfin voilà. Donc, alors en proposant des activités, en leur proposant une prise en soin constante, ça éviterait ces angoisses. Mais le souci dans l'animation, c'est qu'on est seul.
Pour prendre en charge les pathologies neurodégénératives, certaines maisons de retraite bénéficient, elles, de financements spécifiques. Prenons par exemple cet établissement près de Marseille. Une structure privée, sécurisée et dans laquelle les résidents souffrant de démence sont isolés. Principale différence, la diminution de moitié de l'utilisation des médicaments psychotropes. Et pour les remplacer, des thérapies non médicamenteuses personnalisées adaptées à chaque malade. Vous reconnaissez là? C'est vous. Un air de Claude François, quelques photos, et voilà cette résidente qui replonge dans ses souvenirs. Je vais vous montrer votre ville, la ville où vous avez habité, la ville de La Ciotat. Avant cette prise en charge personnalisée, elle était agitée et s'opposait aux soins du personnel. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Si la personne est anxieuse, on va de suite donner allez, hop, un médicament, ou s'il va y avoir des cris, effectivement, ça va peut-être s'arrêter. Mais si on va chercher une raison, la raison pourquoi elle va commencer à crier, s'il y a une agitation qui est présente, si on va chercher un peu plus loin au niveau de son histoire de vie, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais ça sera mieux pour la personne. Des thérapies mises en place il y a 5 ans par cet homme. Directeur de l'EHPAD, il a toujours cru aux bienfaits de ces alternatives. Dans la démence d'Alzheimer, même quand la mémoire est très dégradée, il persiste une mémoire qu'on appelle la mémoire implicite, des représentations perceptives, émotionnelles. Et ça reste longtemps. Donc si vous mettez en lien avec ce qu'elle aime et ce qu'elle ressent, vous aurez un impact. Ces thérapies fonctionnent et sont dénuées d'effets secondaires à l'inverse des psychotropes. Tout le monde le reconnaît, mais comme souvent, les moyens manquent pour les mettre en place. Alors, Agnès Buzyn, est-ce qu'il faut mélanger les malades ou est-ce qu'il faut des établissements pour les personnes très très atteintes, très très âgées, très malades, et puis d'autres qui sont des espèces de maisons de retraite un peu à l'ancienne? Des établissements entièrement dédiés à des pathologies très lourdes, ça peut être très fatigant pour les soignants et pour les personnels. Et donc le fait d'avoir des publics mélangés permet à ces personnels de souffler un peu et parfois de tourner. Pour autant, quand on travaille auprès de personnes extrêmement dépendantes, il y a des techniques de mobilisation, par exemple, des personnes âgées dans leur lit. Tout cela s'apprend, il faut des formations particulières. Et donc, on ne peut pas non plus imaginer que n'importe quel soignant ou aide-soignante puisse intervenir auprès de n'importe quel public. Ça nécessite quand même des compétences. Fondamentalement, il faut qu'on lutte en faveur de la prévention de la perte d'autonomie. Aujourd'hui, on est vraiment très dans le curatif, c'est-à-dire qu'on prend en charge correctement. C'est un mal français, ça, non? C'est un mal français, et on ne réfléchit pas suffisamment en amont pour essayer de ralentir l'évolution de ces malades vers la très grande dépendance. On est presque des débutants, je veux dire, en France, en Europe. Enfin, la France paraît un peu débutant. Je vous dis ça parce qu'on va regarder une étude un peu comparative, hein, c'est toujours instructif, de ce qui se fait en Europe par rapport à nous. Et c'est vrai qu'il y a des pays qui ont réfléchi beaucoup plus tôt et qui sont très en avance. Regardez. En France, dans les EHPAD, 6 agents en moyenne, tous métiers confondus, ont la charge de 10 résidents, une situation médiocre par rapport à nos voisins. En Allemagne et en Belgique, ils sont 8 pour 10 résidents, et en Suède et au Danemark, 12 pour 10. Pourtant, le prix d'une chambre dans une maison de retraite n'est pas plus cher au Danemark qu'en France, c'est même le contraire. Il faut compter 1 800 € maximum à Copenhague, chauffage, ménage et soins compris, contre plus de 3 000 € à Paris. Les pays du nord de l'Europe se sont intéressés plus tôt que nous à la prise en charge de la dépendance, certains dès la fin des années 60. Ils dépensent davantage de fonds publics. Aux Pays-Bas, 3,7% du PIB, 2,5% au Danemark. En France, nous sommes à 1,7%, c'est presque 2 fois moins qu'aux Pays-Bas. Alors, faut-il prendre exemple sur les pays du nord de l'Europe? Pourquoi pas? Mais attention, s'ils dépensent plus pour la dépendance, c'est parce qu'ils dépensent moins pour les retraites. Danois et Hollandais partent plus tard à la retraite que nous, autour de 66 ans, contre 62 ans en France. En contrepartie, ils sont mieux pris en charge lorsqu'ils deviennent dépendants. Voilà, Agnès Buzyn, je disais, on est un peu des débutants. C'est vrai que on a pris un retard inouï par rapport à, par exemple, les Pays-Bas. Alors déjà en termes de financement,
Ce chiffre est impressionnant. 3,7% du PIB chez nos amis néerlandais consacré au grand âge et nous 1,7%. Il faut arriver à 3,7%. C'est un objectif? Je n'ai pas fait le calcul, mais clairement, il faut qu'on ait un financement dédié à la perte d'autonomie. C'est l'objectif de la loi. C'est non seulement de repenser le modèle, parce qu'aujourd'hui, le modèle, il est un peu figé entre la prise en charge à domicile et l'EHPAD. Nous devons augmenter le budget. Nous devons clairement augmenter le nombre de personnels qui interviennent auprès des personnes âgées, ce qu'on appelle le ratio personnel soignant. On est très en retard aussi. On est en retard. Dans certains pays, il y a plus de soignants que de patients. Oui, nous, c'est en deçà. Après, tout n'est pas toujours comparable. Ce sont des tout petits pays avec des besoins qui sont très centrés. Sans doute. On a aussi énormément de personnes en perte d'autonomie en France par rapport à d'autres pays. Les Français vivent plus longtemps, mais ils vivent moins longtemps en bonne santé. Donc, toute la politique de prévention que je mets en œuvre dans le champ de la santé, elle vise aussi à mieux vieillir, ce qui va permettre de rester autonome plus longtemps. Tout ça, malheureusement, est très intriqué. Évidemment, c'est très important. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir suivi des états de santé. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Merci à vous, Agnès Buzyn. Merci, Madame Archidou. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.